on parle de renouer les liens entre forcément la CEDEAO et l'AES. John Dramani voudrait qu'on reconnaisse effectivement l'AES dans son ensemble de manière légale et légitime, mais on se demande, est-ce que effectivement on tend vers une réconciliation entre les deux organes ou alors les deux institutions, mais aussi et surtout d'aucuns pense que M. Dramani pourrait également jouer le rôle de cet intermédiaire qui pourrait peut-être essayer de ramener les États de l'AES au sein de la CEDEAO. Alors, de toutes les façons, on va encore une fois de plus retourner vers nos invités pour commenter une fois de plus cette offensive diplomatique. Monsieur Atangana, comment est-ce que vous voyez cet engagement du président ghanéen qui va dans l'AES, qui se rapproche véritablement de l'AES? Pour vous, qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela pourrait, peut-être, je ne vais pas dire cacher, mais que cherche le président ghanéen? Vous avez raison de dire cacher. Vous avez vraiment raison de sortir ce mot qui vous est sorti spontanément. Parce que dans cette démarche-là, il y a toujours une grosse différence entre ce qui est dit, ce qu'ils disent, et ce qu'ils pensent, et ce qui se dit dans des discussions autour du secret. Et on est là, en fait, pour essayer de détecter ce qu'ils ont dit autour du secret, au-delà de l'annonce. Parce que quand vous lisez les annonces, il n'y a rien. Il y a des termes comme rapprochement qui ne veulent rien dire. En fait, ça n'a rien de concret. De dire que les pays de l'AES doivent se rapprocher des pays de la CEDEAO. Mais si on essaie de gratter et rapprocher comment, tous les pays, de surcroît, quand ils sont frontaliers, ont des rapports, ont des peuples qui peuvent se déplacer d'un pays vers l'autre, ont des rapports commerciaux, ont des échanges. Et ces échanges, ces rapports commerciaux et ces échanges vont imposer forcément des relations. Par exemple, les pays africains qui sont spécifiques. On n'a pas la même histoire que les pays occidentaux. Nous, nos frontières ont été des frontières laissées par la violence coloniale. Ça veut dire que quand vous êtes, par exemple, au nord du Cameroun, il y a des familles nordistes au Cameroun qui ont des familles au Nigeria, parce que la frontière est la même. Quand vous êtes, par exemple, dans ce qui est anglophone, par exemple, une grosse partie du Cameroun allemand est devenue anglophone et nigériane. Et toute la partie camerounaise, une grosse partie du Cameroun, on a divisé une partie et on a retrocédé au Cameroun. Pour être clair, les Britanniques prennent une partie du Cameroun allemand qui devient Cameroun piloté par le Nigeria. Et ils retrocèdent une partie seulement de ce Cameroun. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que des familles ont été divisées en deux. Il y a des familles qui sont nigérianes et camerounaises. Donc, ça veut dire que nos rapports ne sont pas les mêmes que les rapports entre la France et l'Allemagne qui ont été des rapports. Il y a eu d'autres choses, d'autres raisons. Il y a eu des guerres, il y a eu l'Alsace qui a été de temps en temps allemande, de temps en temps française. On ne va pas rentrer dans ça. Bref, les rapports entre pays sont spécifiques et il y a toujours des rapports. Donc, quand un chef d'État dit on va développer des rapports, ben, il est en train de nous expliquer que le cheval blanc de Napoléon est blanc. C'est-à-dire qu'en fait, il nous a dit que c'est normal. Mais qu'est-ce qui est vraiment recherché? Pourquoi se rapprocher des pays de la CEDEAO? Pourquoi ce rapprochement institutionnel? Parce qu'il y a l'AES, qui est un pays qui crée ses institutions. Et il y a la CEDEAO qui est un pays qui crée ses institutions, tout en sachant que la CEDEAO a été créée par l'impérialiste. Je ne me répète pas. Je rappelle en passant que c'était l'Union douanière ouest-africaine. Pour ceux qui ne savent pas, pour faire de la géopolitique, il faut avoir des notions d'histoire. Quand, par exemple, au Cameroun, après les indépendances, un commerçant vendait des sardines espagnoles, si ce commerçant-là voulait aller vendre les sardines en République centrafricaine, il payait la douane 2 fois. Donc, quand vous voyez ces espaces se sont formés, c'était pour trouver les solutions à ce genre de choses, et c'était les solutions de l'impérialisme.
Ah oui, c'est ça le problème. Donc, c'était l'Union douanière ouest-africaine, et qui était d'ailleurs, quand vous regardez ces regroupements, ils sont des regroupements d'abord d'anciennes colonies d'un même pays, et puis il y a une expansion, une volonté d'expansion à cause des proximités de frontières et des besoins d'échanges humains, comme j'ai dit plus tôt, le cas du Nigeria et les pays de l'Ouest, de la CEDEAO. Ouais. Donc, ça crée des choses assez spécifiques. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on soupçonne alors, et à juste titre, le président John Dramani Mahama de vouloir ramener les pays de l'AES au stade initial, c'est-à-dire des institutions créées par le clan. Alors que ces institutions, et si je vous demande ce que la CEDEAO a fait, vous aurez du mal à me répondre. Si je vous dis, mais donc, la CEDEAO est restée là pendant des années, quels sont ses acquis? Vous aurez du mal à les compter. Hein. Autant nous sommes en train de se dire, oui, CEDEAO, quels sont les acquis de la CEDEAO? Pratiquement rien. Quels sont les acquis de la CEMAC? Là aussi, on retrouve un ensemble de pays de sous-zone française, pas ancienne colonie française. Bon, c'est vrai que pour la CEDEAO, ça a évolué de son manière. Quels sont les acquis? Il n'y a pas. Alors, vous avez les pays qui se disent, cette institution n'a pas d'acquis. De deux, nous continuons à les appeler des impérialistes pour venir lutter contre le terrorisme dont ils sont eux-mêmes les auteurs. Cette lutte antiterroriste nous empêche d'évoluer. Ils ne nous arment pas. Nous, on va sortir de ça pour stabiliser notre pays. Ils sortent de ces institutions pour stabiliser leur pays, pour essayer d'être souverains, pour essayer d'avoir leur propre monnaie, parce que c'est un projet chez eux, d'avoir une véritable armée. Et ça tombe bien parce qu'on a une fenêtre géopolitique d'un réajustement mondial. Et puis vous avez d'autres pays qui leur disent non, revenez. Revenez dans ces institutions-là, qui sont là depuis des années et qui n'ont apporté aucun résultat. Si vous m'expliquez avec quelle logique vous allez faire, qu'est-ce que vous allez mettre sur la table d'un pays de l'AES, de revenir à nouveau au statu quo, qu'est-ce que vous allez donner comme élément? Je ne vois pas, sauf si vous êtes piloté par les impérialistes. Mais d'un autre côté, on peut aussi voir aussi la volonté de John Dramani Mahama, comme il dit, de vouloir rejoindre vraiment l'AES. Est-ce qu'elle est sincère ou est-ce un cheval de Troie? Un cheval de Troie, comme une expression pour dire qu'il rentre pour avoir les informations et il reste encore piloté par l'extérieur. Ça aussi, légitimement, on doit pouvoir se poser des questions. C'est normal. Mais je fais confiance aux pays de l'AES qui doivent, dans le cas où John Dramani Mahama veut faire partie de l'AES, de pouvoir arriver aux critères qui permettent de rentrer et de vérifier qu'il respecte bien ces critères-là. Là, ce sera un développement qui prendrait beaucoup de temps. Donc, je vais sortir par là. Merci à vous. Merci une fois de plus à vous, Monsieur Atangana, également pour ce regard autour de cette actualité. John Dramani Mahama, le président ghanéen qui se rapproche de plus en plus des États de l'AES. Nous allons poursuivre cette fois-ci avec Dr Goujo qui nous a rejoint sur ce plateau directement avec vous. Déjà, bonsoir et merci. Merci d'être là. Monsieur Mahama, bien sûr, le président ghanéen qui... on parle de cette offensive diplomatique, on essaye de comprendre. Est-ce pour le compte, selon vous, de la CEDEAO? Est-ce pour le compte du Ghana? Mais surtout comprendre ce rapprochement. Et lorsqu'on sait que cela est en nette contradiction ou opposition avec son prédécesseur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vraiment désolé. Vous savez, Dr Ndoumba. Mon frère, vraiment merci pour l'invitation. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut comprendre, il y a de cela quelques temps, le président français disait quand il venait d'arriver au pouvoir que l'OTAN est dans un état de mort cérébrale. Et aujourd'hui, on pourrait être tenté de dire que la CEDEAO est dans un état de mort cérébrale. Et vous savez, sur le corps humain, le système cérébral, c'est le système qui sont liés au cerveau. C'est pourquoi, généralement, il peut y avoir deux types de morts. Il peut y avoir la mort physique, sans avoir la mort cérébrale. Et généralement,
même après la mort physique, le système cérébral peut continuer de fonctionner. C'est-à-dire, tant que le cerveau est alimenté par de l'air, par de l'oxygène, ça continue de fonctionner. Et à mon avis, c'est l'état dans lequel se trouve la CEDEAO aujourd'hui. Mort cérébrale, parce qu'en fait, physiquement, la CEDEAO est là, mais du plan de la pensée, des haïssements pour les intérêts de leur peuple, la CEDEAO n'existe pratiquement pas. En d'autres termes, la CEDEAO ne réfléchit pas pour le bien-être de ces populations, de ces nations. La preuve en est, pour ces différentes nations qui constituent l'AES, la plupart des sanctions qui avaient été prises par les États de la CEDEAO, ça venait de Paris. C'était une dictée effectuée par les autorités parisiennes. Oui. Et tout bêtement, les membres de la CEDEAO se sont mis prêts pour implémenter ces sanctions contre leurs frères. Pire, ils ont même activé leurs forces pour aller, soi-disant, combattre leurs frères, qui du Burkina, qui du Niger, qui du Mali, parce qu'ils voulaient obéir à l'ordre colonial. Donc, dans un contexte comme celui-ci, ce ne serait pas une erreur que de se dire, que beaucoup d'États, tant ceux qui sont dans la CEDEAO ou ceux qui sont à côté, sentent que la CEDEAO est dans un état de mort cérébrale. Et dans ce sens-là, il y a de cela quelques mois, nous entendions le capitaine Traoré dire que même lors des sommets, quand ils sont dans les couloirs, certains chefs d'État de la CEDEAO leur disent vraiment nos encouragements, vous faites du bon travail. Et lui, il leur dit, mais venez, faites exactement ce que nous faisons. Ils disent non, on a peur, vous savez, vraiment chez vous, ce n'est pas exactement comme chez nous. Ça veut dire que même ceux qui, en journée, peuvent donner l'impression d'être beaucoup pour la CEDEAO, de défendre beaucoup pour la CEDEAO, ne seront pas surpris qu'eux-mêmes, ils savent que la CEDEAO est dans un état de mort cérébrale. Ceci étant, donc à mon avis, c'est la première variable qui peut expliquer ces déplacements du président ghanéen. Mais maintenant, de manière plus pratique, il faut comprendre que le Ghana, et ça passe inaperçu, contrairement à d'autres États, le Ghana n'est pas membre de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, mais membre de la CEDEAO. En d'autres termes, le Ghana n'est pas dans l'union douanière et monétaire des autres États de la CEDEAO, notamment de la zone franc. En d'autres termes, excusez la tautologie, le Ghana, dans le stade actuel, est libre légalement de développer des relations bilatérales avec les autres États de la CEDEAO. On n'a jamais été tenu par cela. Même le Nigeria. Le Nigeria n'est pas membre de l'Union monétaire parce qu'ils ont leur monnaie. Le Ghana a le Cedi, le Nigeria a le Naira. Ils fonctionnent avec. Oui. Dans un contexte comme celui-ci, les trois nations sont les nations de l'Interland. Ça veut dire ont besoin de commercer avec l'extérieur et ont besoin de faire rentrer leurs marchandises par un port. Les ports qu'ils utilisaient jusqu'alors, c'était Abidjan, Lomé, etc. Mais du fait des sanctions, il y a quand même... le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a une relation de méfiance entre au moins les autorités d'Abidjan et les États de l'AES. Or, Abidjan a pris beaucoup d'ampleur. Les autorités d'Abidjan ont inauguré un terminal numéro 2 au port d'Abidjan. Ça veut dire que le port d'Abidjan, en dehors du port de San Pedro, est devenu extrêmement grand, extrêmement puissant. Mais maintenant, est-ce qu'on peut totalement faire confiance aux autorités d'Abidjan? Non. Or, quand le port d'Abidjan a pris de l'ampleur, le port de Tema, qui est au Ghana, a eu une bonne partie de ses marchés en bas. Tout à l'heure, peut-être quand on va aborder la deuxième thématique, on va aborder un des éléments qui peuvent justifier, qui peuvent encourager les autorités togolaises à faire les clins d'œil à la CEDEAO. C'est parce que le port, les trois États constituent un grand marché de l'Interland. Et le port de Lomé a besoin d'eux pour pouvoir continuer de fonctionner. Et dans un contexte comme celui-ci, étant donné que le port de Tema, étant donné qu'Abidjan a développé un deuxième terminal et que le port de Tema a vu ses activités décroître de manière importante, donc ce serait de bonne guerre que le président du Ghana se déplace vers ces nations de l'Interland pour leur dire tenez les gars, vous n'êtes pas obligés de travailler avec Abidjan, vous n'êtes pas obligés de travailler avec Lomé, le port de Tema vous est ouvert, travaillons ensemble, nous allons nous en sortir. Et pour cela, il a pris les mesures. Premièrement, vous savez, il y avait une interdiction d'exportation des céréales entre le Burkina Faso et le Ghana. Les dispositions ont été prises par le président pour que tout cela soit levé. Donc, de nos jours, il y a l'exportation. Mais surtout, à côté de cela, c'est que, vous savez, dans les activités portuaires, en dehors de faire rentrer de la marchandise, il y a ce qu'on appelle les transporteurs et les chargeurs. Ça génère beaucoup d'emplois. C'est des milliers et des milliers de camions qui génèrent des emplois, qui génèrent des activités économiques. Et les autorités ghanéennes, allant dans le sens de ce que je suis en train de développer,
ont pris des mesures pour assouplir un certain nombre de charges au bénéfice des autorités du Burkina Faso, des chargeurs burkinabés, au niveau des coûts bien sûr. Oui. Mais surtout, les autorités ghanéennes ont pris des dispositions, ont commencé à développer des bons projets. Vous savez, ils ont un projet de construire un gazoduc entre le Ghana et le Burkina Faso, le Burkina étant dans le besoin. Je vais dire, l'ensemble des éléments que je veux là montrent que, au-delà de l'idéologie, le Ghana est dans la pratique économique et ses intérêts vitaux peuvent être menacés ou sauvegardés en traitant avec tous ces États-là. Pratiquement, moi, je ne pense pas comme les autres. Parce que remarquez bien, vous savez bien que lui-même, Domani a clairement dit que vraiment, il faut acter la sortie de l'AES. Bien sûr. Il a pratiquement dit ça. Et très peu de gens ont avoué ça en public. Et moi, je pense que ça marche dans le sens des intérêts du Ghana. Oui, d'autant plus que les éléments que j'ai évoqués, et surtout le Ghana est extrêmement endetté, ils ont beaucoup d'argent donné au FMI là. Et c'est très important de pouvoir bénéficier de la situation actuelle. Parce que la situation actuelle, officiellement, ces États ne sont plus membres de l'AES depuis janvier déjà. Et du fait qu'il y a des relations tendues avec d'autres États, c'est le contexte le plus propice pour qu'un État, notamment le Ghana, puisse négocier avec ces nations-là. Donc moi, je pense que ce sont les variables qui peuvent motiver aujourd'hui le déplacement du président ghanéen dans ces 3 États. Merci à vous, Dr Goudiou, pour cette analyse. Dr Ndouma, le Ghana, effectivement, ce Goudiou l'a rappelé tout à l'heure, il n'est pas tenu parce qu'on sait qu'effectivement le Ghana ne fait pas partie de l'UEMOA, donc il y a certains éléments aujourd'hui qui rendent ce pays plus ou moins indépendant à un certain niveau, mais on sait aussi, si on s'en tient à ces analyses, qu'il y a donc plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette offensive diplomatique du Ghana vers le Sahel, mais il y a surtout les raisons économiques. Oui, il y a surtout des raisons économiques qui ont été développées en partie et fondamentalement par le Dr Goudiou. Entre les États, il n'y a que des intérêts. Les intérêts, oui. Ce sont les intérêts qui priment, même si ce sont 2 États africains. Et je pense que dès l'arrivée du président John Mahama, il a clairement indiqué qu'il était ouvert aux États de la Confédération, tout à fait, n'est-ce pas, de l'AES, en invitant déjà les 3 chefs d'État à sa prestation de serment. Un a été là, les 2 autres se sont fait représenter. Oui. Donc, dès l'entame, il a montré clairement qu'il n'avait rien contre... Sa position, bien sûr. Sa position, qu'il n'avait rien contre eux, mais bien au contraire, qu'il aimerait qu'il y ait un rapprochement clair. Les choses ont évolué et à un moment donné, on a donné l'impression que le président John Mahama était plutôt là pour essayer de jouer un rôle d'intermédiaire, de facilitateur pour un éventuel retour oui. N'est-ce pas, à l'enfer. Parce qu'une CEDEAO moribonde, morte cérébralement parlant, comme il a dit tout à l'heure, les panafricanistes avaient dit que spirituellement la CEDEAO est morte, parce que ces 3 sorties-là, évidemment, ont paralysé cette organisation qui n'a jamais montré qu'elle était là pour les Africains. Elle n'a œuvré que contre les Africains et la conséquence logique, c'est la sortie de ces 3 États. Aujourd'hui, le Ghana, qui est un pays africain très respecté et qui a des principes, n'est-ce pas, qui peuvent être parfois galvaudés par certains chefs d'État, comme celui qui est parti avant, qui s'est trop rapproché de la France, on était même surpris. Dieu merci, il est parti, et c'est lui qui vient rappelle que non, le Ghana reste le Ghana, un pays exemplaire en Afrique en matière d'exercice de souveraineté nationale. Donc, ce chef d'État actuel qui essaye à sa manière non seulement de reconnaître que la Confédération, elle est constituée, elle va évoluer, oui, mais d'abord un accent sur les intérêts, n'est-ce pas, liés aux relations, la qualité de la relation qu'il peut entretenir avec cette confédération-là. Et ça a été suffisamment bien édifié parce que les échanges sont au centre, n'est-ce pas, des relations commerciales. Et vous ne pouvez pas avoir des relations commerciales de qualité si vous n'avez pas des relations diplomatiques stables.
Et donc, puisqu'il y a eu des sanctions qui ont dû être levées avant de recommencer, n'est-ce pas, ces transactions commerciales qui, évidemment, sont accompagnées des flux financiers importants de part et d'autre. Donc, ça, c'est d'abord une question d'intérêt, surtout que, à côté du Ghana, il y a le Togo, qui, lui aussi, évidemment, fait des fleurs. C'est un autre thème. Mais ces deux pays ont la possibilité de permettre aux 3 pays de l'AES qui n'ont pas un accès direct, n'est-ce pas, à l'eau, de pouvoir véritablement avoir l'accès à l'eau à travers eux. Et évidemment, c'est beaucoup de bénéfices aussi pour ces deux pays, l'un ou l'autre, qui pourra, n'est-ce pas, dans les négociations, prendre une place de choix. Le Ghana a l'air très avancé parce que, comme je l'ai dit, des signaux sont clairs. Je pense que le Ghana rassure et il est prêt à faire des compromis qui pourraient même, pourquoi pas, faire en sorte que le Ghana rejoigne, n'est-ce pas, l'AES le moment venu. C'est vrai que pour le moment, on n'a pas des indicateurs qui pourraient nous permettre de le dire, mais on ne sait jamais. Ça peut commencer par des relations plus intenses. On va voir le taux de change entre les différents pays et le Ghana. Il va forcément s'améliorer et, chemin faisant, il peut arriver au stade où on se dit, bon, en intégrant la Confédération, nous allons mieux commercer, mais nous allons également mieux bénéficier, n'est-ce pas, des éléments de souveraineté tels que la monnaie, parce que vous savez que le Ghana a sa monnaie, sa propre monnaie, monétaire financier qui est plus souple, et, contrairement, n'est-ce pas, pour le moment au pays de l'AES. Nous espérons que bientôt ça ne sera plus le cas, mais les intérêts économiques sont très très importants parce que vous ne pouvez pas faire une politique, n'est-ce pas, à succès sans une économie à succès. Et je pense que le président John Mahama est sur la bonne voie. Le président Mahama sur la bonne voie avec ce rapprochement, bien sûr avec les États de l'AES. On parle d'une post-réconciliation. Peut-être qu'il ne s'agit pas de ça. Apparemment, il s'agit de préserver les intérêts du Ghana. De toutes les façons, Monsieur Abdulaziz, pour fermer cette page avec vous, offensive diplomatique du Ghana au Sahel, votre avis? Écoutez, il me semble que ça a été ça a vraiment bien revisité par les deux docteurs ici présents. Il faut simplement dire qu'en plus de l'aspect économique, il y a bien évidemment aussi un des points quand même qui est cher au Ghana, c'est l'aspect sécuritaire. Voilà pourquoi est-ce qu'avec Niamey, par exemple, le corridor qui donne sur le sud du Ghana est hautement est inscrit parmi les priorités du nouveau président Mahamat en termes d'échanges d'échanges économiques, de coopération économique avec Niamey particulièrement. Parce qu'il faut dire que ce corridor-là peut avoir des velléités terroristes. C'est l'une des choses qui fait aujourd'hui clairement, qui ensommeille le Ghana. Donc, en partant dans sa tournée, par exemple, du côté de Niamey, il était beaucoup plus question aussi, évidemment, de ces sujets-là. Comment est-ce que renchérir sur une coopération économique qui va dynamiser cet axe-là pour totalement écarter, bien évidemment, les démons de la division au travers des pseudo-terroristes tels qu'on le connaît dans la zone du Sahel. Ça a été une question, évidemment, aussi qui a beaucoup parcouru l'esprit du côté de Ouaga. Mais là-bas, ça a été beaucoup plus... ils ont été beaucoup plus pragmatiques. Il me semble que ça a été les éléments... qui concrets ont été déroulés tout à l'heure par le docteur Goudjou. Et donc, au jour d'aujourd'hui, véritablement, le Ghana s'inscrit dans une dynamique d'abord économique, mais aussi sécuritaire, et en plus de cela, énergétique. Parce qu'il faut savoir qu'un pays comme Ouaga, le Burkina, qui a une forte volonté de développement économique au travers de l'industrialisation,
Oui. Elle a une forte poussée industrielle telle qu'elle est en train de se structurer actuellement. Écoutez, aura besoin d'énergie. Et quand on sait la tension qu'il y a avec la Côte d'Ivoire, qui jusqu'ici était le pourvoyeur d'énergie, et justement le Ghana sous le président sortant, le précédent Nana Akufo, il faut dire que effectivement, cet aspect énergétique aussi, le Ghana avait s'inscrire effectivement comme étant le principal pourvoyeur d'énergie au niveau du Burkina, qui lui a soif, a faim d'énergie pour pouvoir effectivement développer son économie. Et on voit la vitesse et la dynamique avec laquelle effectivement cela est en train de se faire. N'oublions pas que cela permettrait effectivement au Ghana d'avoir une position quand même confortable en termes de devises et viendrait comme ça balayer du revers de la main l'Algérie, à qui récemment le Burkina a commencé à faire un peu des yeux, du moins a commencé à schématiser une possible collaboration en termes énergétiques pour pouvoir effectivement leur permettre de pouvoir avoir cette énergie-là nécessaire à leur développement. Mais aussi, il y a l'important projet du gazéoduc et là nous sommes, quand on va par exemple du côté on reste sur le Ghana, il y a un important projet gazéoduc par exemple entre le Ghana et le Burkina qui effectivement est un projet qui va effectivement porter au niveau de l'emploi, bien évidemment, mais aussi du retour sur investissement. Oui. Donc, il y a vraiment... cette tournée, elle a une coloration vraiment hautement économique. Les intérêts économiques sont mis en avant. Ensuite, les intérêts sécuritaires. N'oublions pas que du côté de Niamey, il y a 4 sociétés chinoises qui viennent d'être remerciées, justement parce qu'il y a au niveau des contrats, là-bas, il y a le non-respect des clauses de contrat et que donc, il y a bien évidemment du côté de Niamey pour l'or, pour l'uranium, il y a les entrepreneurs ghanéens effectivement qui toquent à la porte de Niamey, qui sont beaucoup plus intéressés aussi justement de pouvoir effectivement, n'est-ce pas, occuper cet espace-là, plus que le Niger ne demande que ça, avoir effectivement des investisseurs, mais qui respectent ou qui rentrent dans le cadre de, bien évidemment, la vision que le Niger se fait de l'exploitation de ces matières premières. De collaboration. C'est ça, il est allé à Niamey avec justement dans sa valise les entrepreneurs ghanéens. Donc c'est vraiment là, on est là sur un déploiement économique du côté du Ghana qui va effectivement permettre à ce que les échanges enfin intra-africains, tels que nous l'avons toujours souhaité, parce que nous sommes de ceux qui pensons et disons depuis toujours que le marché africain est suffisamment important pour pouvoir d'abord s'y concentrer, s'y prêter. Les échanges intra-africains sont d'une dynamique, et je pense que je parle sous le contrôle de l'économiste en chef, qui pourra nous en dire davantage, pour dire que est-ce qu'on a vraiment besoin de regarder même du côté de l'outre-mer quand on sait que déjà à l'intérieur du continent, on a besoin, le marché intra-africain est un marché extrêmement important et nous avons donc effectivement besoin d'asseoir un certain nombre d'industries qui nous permettent de pouvoir déjà coopérer entre nous quand on sait que c'est quand même un marché d'1,5 milliard d'habitants. Si vous restez simplement sur le cas du Sahel, vous avez quand même un marché de 70 millions d'habitants parce que quand vous prenez les trois pays, ça fait sensiblement 70 millions d'habitants pour quand même qui sont assis, ne l'oublions pas, sur quand même à peu près 500 milliards de dollars de matières premières dans leur sous-sol. Donc, ce n'est pas rien en termes de coopération, ce n'est pas rien en termes d'échange. Et effectivement, le Ghana a voulu se détacher de la position assez crispée du Nigeria et de la Côte d'Ivoire et d'autres autres pays avec l'AES pour pouvoir effectivement croquer à pleines dents ces opportunités-là. Donc, ce n'est qu'à féliciter.